c'est rafraîchissant aussi de me rendre compte que je ne suis pas que mon travail, ni uniquement mes créations. Vous vous êtes déjà demandé à quoi ça ressemblait la vie d'artiste indépendant quand on sort tout juste d'études ? Moi, j'ai posé la question à Laura Giraud, qui a fait un Bruxelles-Paris pour venir à mon micro. Plus connue sous le pseudo Nuit et Jour sur les réseaux, Laura est illustratrice et artiste indépendante. Son médium de prédilection, le papier. Elle le découpe, le plie, crayonne dessus ou écrit. Ensemble, on a parlé de la peur d'oublier, de saisir ce qui nous échappe au travers de l'art notamment, de la vie de freelance et des études qui ne définissent vraiment pas tout. J'espère que la douceur et la démarche de Laura vous plairont autant qu'à moi. Je suis Chloé, bienvenue dans le Clo-Clo Club, le podcast sur la créativité. Salut Laura. Salut, comment ça va ? Ça va bien et toi ? Ça va très bien. Bienvenue dans le Clo-Clo Club, je suis trop contente de te recevoir. J'ai découvert ton travail sur Instagram en tant qu'illustratrice, mais pas que, artiste en vrai. Et j'aimerais bien que tu te présentes pour nos auditrices. Je m'appelle Laura Giraud. Mon compte Instagram, c'est Nuit et Jour. Donc comme tu l'as dit, je suis illustratrice et plus largement artiste ou artisane. Ça se croise un petit peu. Et j'aime dire que je fabrique des images parce que le travail manuel est assez présent dans ma pratique. Je suis également graphiste. Et voilà. C'est déjà très bien, ça fait beaucoup de cordes à ton arc. Tu es une habituée du podcast aussi, puisque tu l'écoutes. Tout à fait. Oh là là. Du coup, tu sais que je vais te donner une petite citation qui m'a fait penser à toi, en l'occurrence à ton travail et à ton approche. J'aimerais bien que tu nous la lises et que tu nous dises à quoi ça te fait penser. D'accord, j'ai hâte. L'espace à l'étendue de mon imagination, de Henri Matisse. C'est marrant parce qu'il y a deux choses qui me viennent en tête. Déjà l'auteur, dont j'aime beaucoup la pratique, dans sa polyvalence, on va dire, tant dans la peinture que dans la découpe. Et la notion d'étendue, d'espace, c'est marrant que tu aies décelé ça, parce que justement, c'est des notions qui m'interrogent beaucoup en ce moment. Et aussi, je me rends compte que de plus en plus, mon travail essaye de sortir de l'espace de la page et l'espace du papier, et je crois que j'aime de plus en plus expérimenter la matière. Je trouve qu'il y a quelque chose de très poétique dans le matériau, dans son mouvement aussi. Moi, la notion d'espace, je l'ai beaucoup vue parce que tu partages donc ton travail en tant que tel, on va y revenir, mais aussi des petites vidéos récap de tes mois. Et par-dessus, tu as l'habitude, et tu le fais d'ailleurs aussi en story, de partager des petites illustrations juste en une ligne par-dessus qui viennent vraiment en fait rajouter une petite dimension poétique, et ça fait que tes œuvres se baladent finalement sur des paysages, sur des moments de vie, et c'est un petit peu ça qui est dit aussi, c'est que ton imagination elle est un peu partout. Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles en particulier, ou c'est venu très tôt naturellement de faire attention aux petits détails autour de toi ? Je pense pas que je le travaille, mais je me suis rendu compte que mon travail est nourri par cette attention accrue, on va dire. Et donc parfois, il faut que je m'impose de ralentir un petit peu. Parce que ce dont tu parlais, ces récaps, je les vois comme des collections. C'est des fragments, des morceaux qui sont récupérés un petit peu partout. Je crois que je suis très attachée à cette notion de collecte et de glanage d'instants, et ces choses difficilement capturables, mais que j'ai envie de saisir quand même. Le fait de vouloir retenir certaines choses, et j'essaie de le partager en vidéo, et j'espère que ça marche. T'as un rapport aussi beaucoup au temps. Oui. T'as peur d'oublier ? Ouais, énormément. C'est marrant parce que je suis en train de relire un de mes livres préférés, qui m'a beaucoup inspirée, qui est Les années de Annie Ernaux. Et justement, c'est le partage de l'intime, et essayer de capter une mémoire collective et le temps, que je trouve extrêmement poétique, alors que la manière d'écrire est très factuelle. Et en fait, elle capte des fragments, et c'est une collection de fragments, on en revient encore là. Ouais, et le roman commence par toutes les images disparaîtront, qui est une phrase qui m'a aussi beaucoup inspirée. Et le rapport à l'éphémère et aux choses qui disparaissent. Récemment, tu as fait une exposition avec du papier découpé, et en fait, tout ce qui était à voir était dans le papier absent. Oui, tout à fait. Et ce qui ressortait, en l'occurrence, c'était des fleurs, donc évidemment que j'aime ton travail. C'était ta première exposition ? Ouais, toute première. Et ça a été très spontané, ça s'est fait en 3 semaines, vraiment. Tu peux nous raconter un petit peu ? Oui,
Donc ça s'est passé à Bruxelles, dans un café qui s'appelle le Demgood Café. C'est un endroit où 2 de mes amis avaient déjà exposé, donc Hugo Payan, qui est photographe, et Juliette Farge, qui est une de mes amies les plus proches, qui est illustratrice elle aussi, et qui fait aussi de la céramique, qui a un travail très narratif, qui écrit beaucoup. Je mettrai leur Insta en description de l'épisode. Carrément. Et d'ailleurs, avec ces 2 personnes, ces 2 personnes et toute une bande d'amis, on a créé un petit collectif avec lequel on a fait un marché de créateurs l'année dernière, et on aimerait bien refaire une 2e édition. C'était un petit événement, mais on était trop heureuses de le partager entre amis. Et donc, pour revenir au Demgood, ces 2 personnes avaient exposé, et donc par la suite, j'ai demandé si je pouvais créer quelque chose, quitte à sortir de mes pages, quitte à sortir de ce que je fais avec en fait beaucoup de minutie, et je fais beaucoup de très petites choses. Je me suis dit prends cette opportunité comme une expérimentation et comme un moyen de sortir de sa zone de confort. J'avais envie d'investir la notion d'espace. Enfin, vraiment que ça prenne de la place et que ce soit de la couleur. Et travailler la découpe et l'espace. En fait, c'est ça qui m'a motivée. Et je me suis dit, expérimente autour de ça. Et j'avais envie donc de faire de très très grandes formes, mais aussi de les confronter avec des choses minuscules. Donc j'ai aussi découpé de toutes petites fleurs que j'ai mises dans de très grands cadres. Elles avaient de la place, elles flottaient et elles créaient un ensemble parce qu'elles étaient juxtaposées les unes aux autres. Donc c'est pour ça que je trouvais que ça formait un bouquet, parce qu'en fait on laissait quand même de l'espace autour. Voilà. T'as commencé par quel mode d'expression dans ta vie ? Par des carnets, par dizaines en même temps, qui rassemblaient à la base beaucoup de textes. J'ai toujours écrit. Beaucoup de journaux intimes, et le rapport à l'intimité et à ce qu'on garde finalement pour soi est finalement assez intéressant aussi, je trouve, dans ma pratique. Donc ces carnets qui refermaient mes premières collections, en fait, tous les petits bouts de papier que je pouvais récolter, des prospectus, des autocollants. Des places de cinéma, évidemment. Exactement. Voilà, je redessinais des pochettes d'albums que j'aimais à un moment particulier. Et puis je pense que c'était un petit peu en même temps que la mode du bullet journal. Donc, je pense que ça a commencé un petit peu par là, parce que j'avais aucune vocation à être artiste quand j'étais plus jeune. J'ai eu un parcours scientifique jusqu'à la fin du lycée. Mais j'ai toujours fait des DIY, vraiment du loisir créatif. Et je dessinais, mais je le voyais vraiment pas comme une vocation. C'était un petit plaisir personnel et plus un moyen qu'une fin. Et lorsque je suis entrée au lycée, à ce moment-là, je voulais devenir architecte. Et on en revient à l'espace. Ouais, tout à fait. Et j'étais prête à suivre un cursus scientifique, et ça me convenait totalement parce que j'appréciais les sciences. Mais il me manquait un côté créatif que je pensais aussi nécessaire au travail d'architecte. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas prendre des cours d'art plastique sur le côté, en dehors du lycée. Et en fait, ça a été une révélation. Je me suis rendu compte que je m'épanouissais beaucoup là-dedans. Et même si c'était très tourné beaux-arts et assez classique, je faisais de la peinture à l'huile, de l'aquarelle, on a aussi fait beaucoup de découpes. Ça restait très technique, mais ça m'a donné une porte d'entrée et une sorte de légitimité aussi à faire ça chez moi toute seule. Et à investir avec plus de dessins mes carnets, parce qu'en fait j'avais pu toucher à l'aquarelle et je pouvais le reproduire entre ces pages. Toujours pour capter les instants et les saisir, ou tu partais aussi des fois d'autres choses que le réel ? Souvent c'était pour illustrer mon quotidien. Je me souviens prendre énormément d'inspiration sur les réseaux sociaux, sur Pinterest notamment. Après je pense que ça fait partie de la jeunesse d'un créateur aussi, c'est de s'inspirer. J'en suis pas très fière, mais recopier aussi. Si, c'est hyper important, juste pour essayer de comprendre comment l'artiste dont tu admires le travail, dont tu es en train de recopier le travail, a procédé, et pouvoir aussi t'approprier ce qui te plaît là-dedans et mieux comprendre en fait un dessin. Enfin, évidemment, si c'est juste pour décalquer, on fait tout ça à un moment, voilà, au début, mais après, tu commences à aussi y voir ce qui t'intéresse, en fait. C'est un passage obligé, j'ai l'impression. Et le sens du détail, et voir ce qui fait que,
une illustration peut s'animer d'une certaine manière. J'ai eu la chance aussi d'avoir pas mal de représentations sur les réseaux sociaux et sur YouTube notamment. Je regardais beaucoup de studio vlogs et je pense que le quotidien d'illustrateur me faisait plutôt fantasmer. et donc c'est en première terminale que je me suis dit pourquoi pas. Même si ça n'a pas été très facile de le faire comprendre à mes professeurs qui voyaient un manque d'ambition, et que ça n'exploitait pas forcément mes capacités. Oui, sous couvert de bons résultats parce que tu es bonne élève, oui, tout à fait. Ce serait du gâchis alors qu'en fait, pas du tout. Oui, et que je le regretterais et que je les remercierais un jour d'avoir voulu me faire ouvrir les yeux. Et ta famille, elle s'est positionnée comment par rapport à ça ? J'ai énormément de chance parce que j'ai l'impression que ma famille avait une confiance aveugle en ce que je faisais. Je pense que j'ai été une une ado, une enfant, en fait toute ma vie, une petite fille très raisonnable, très, très lisse. Ils se sont dit que si j'y croyais, ils avaient raison d'y croire aussi. Ils t'ont encouragé un petit peu dans ta pratique du dessin en amont, dans tes journaux. Ils savaient que tu le faisais ou pas du tout ? Non, pas tellement. C'était vraiment pour toi ? Oui. Et ma famille n'est absolument pas dans ce domaine-là. C'est quelque chose que je vois comme un avantage aujourd'hui. Toi, tu parlais justement du fait que parfois on te posait des questions sur ta pratique. Moi, c'est totalement l'inverse. Ce n'est pas un sujet. Ou alors, c'est des questions... c'est pas que c'est pas un sujet, c'est juste que... Il y a moins d'enjeux, oui, peut-être. Oui, c'est ça. Et en fait, j'ai l'impression que quoi que je fasse, ils seront super fiers et impressionnés de ce que je fais. Et parce que ils sont pas du tout dans ce domaine-là. Quand je traverse des périodes plus compliquées vis-à-vis de ma créativité, je me rends compte que je suis une personne à part entière avec eux et sans parler de mon travail. Et c'est très agréable. C'est rafraîchissant aussi de me rendre compte que je ne suis pas que mon travail, ni uniquement mes créations, même si ça y participe beaucoup et je pense que ça fait qui je suis aujourd'hui. Mais oui, parce que tu mets aussi beaucoup de toi. Ouais. Ça part quand même d'une démarche intime à la base. Ouais. Je pense que ça fait du bien parfois de se rappeler que c'est un travail quand justement ça va pas. Oui, que en fait toute ma vie ne tourne pas autour de ça, même si c'est un peu le cas. Tu as envie aujourd'hui de ton activité ? Oui, tout à fait. Ouais. Ça fait un peu moins d'1 an que je suis en freelance total. D'accord. Et je me sens plus chanceuse que jamais parce que oui, comme tu dis, c'est bien plus que mon travail. Je pense que ça a été et c'est toujours mon rêve ultime. Donc j'aime bien parfois juste pour prendre un petit peu de recul, essayer de me représenter quelques années plus tôt et d'expliquer ce que je fais aujourd'hui à l'ado que j'étais. Mais ça me fait penser justement, on parlait de Léa JPLF qui fait un podcast qui s'appelle Simple Caféine. Et qui par a un laquelle format, je t'ai rencontrée en fait. Ouais, exactement. Qui a un format qu'elle nomme A Petite. Ouais. Et c'est des questions qui sont posées à la petite invitée. Et parfois j'aime bien... prendre du recul et faire ça juste pour m'accorder moi-même un petit peu de reconnaissance. Voilà, mais je sais plus pourquoi je disais ça à la base. Est-ce que tu continues aussi à réintégrer du coup ton rapport à l'écriture, à tes productions plus graphiques, visuelles, etc. J'essaie. Je dis j'essaie parce que c'est très confrontant d'écrire. D'un côté, l'intime me nourrit beaucoup mon travail, mais en même temps, j'ai l'impression de rester quand même assez pudique. C'est peut-être pas l'impression que t'as, je sais pas. Mais si, mais pour moi, je souris pour l'audio description. J'étais en train de sourire parce que pour moi, tu peux être pudique et parler d'intimité et montrer ton intimité. Ouais. Et en fait, l'intimité ne veut pas dire mettre absolument tout de toi sur la table. C'est plus, je trouve, mais après, tu vas m'en dire ta définition. Une espèce de relation de vulnérabilité et de montrer aussi les choses avec authenticité et fragilité, mais ça veut pas dire que je vais te raconter où j'habite, qu'est-ce que je fais le matin comme petite routine, avec qui je suis en relation, qui sont mes amis, enfin, tu vois, ça peut rester aussi privé,
T'es pas obligé de te mettre à poil pour revenir aussi à la pudeur, tu vois. Non. L'intimité, elle a, pour moi en tout cas, une autre définition. Ouais. Non, mais je suis d'accord, mais ce que tu as cité, pour moi, est tout aussi précieux et personnel que la nudité, tu vois. Donc, en fait, j'essaie de... Enfin, je pense que ça passe par un aspect assez poétique parce que par la poésie, je trouve qu'on peut convoquer l'intime de chacun sans en dévoiler trop de soi non plus. Est-ce que tu trouves que ton travail, il est poétique ? Je trouve que c'est un peu un terme bullshit poétique, mais en même temps, oui. Ah ouais, pourquoi ? Parce que j'ai l'impression qu'on me le sort toutes les sauces, mais sans expliquer pourquoi forcément. Du coup, je dirais oui, mais en même temps, je pourrais pas forcément en dire en quoi. Mais je pense que c'est aussi par rapport au thème qui m'inspire. Le temps, l'espace, la nature aussi, la contemplation. Et je pense que c'est dans cet aspect de contemplation aussi qu'on retrouve la poésie dans mon travail, je pense, parce que j'ai l'impression de laisser de la place à cette interprétation-là. Tu t'as cité Annie Ernaux, et moi, quand j'ai découvert ton travail, alors, d'un point de vue visuel ou autre, ça n'y ressemble pas du tout. Mais dans la démarche, il y avait un petit côté sophical aussi. Ah, mais c'est une de mes artistes préférées. Mais tu sais que justement, hier... Non, mais c'est incroyable à quel point tu es juste... Parce que je réfléchissais hier en lisant Annie Ernaux, je me suis dit, oh là là, mais quelle grande dame, ces deux femmes, Annie Ernaux et Sophie Calle, sa dernière exposition au musée Picasso, mais ça m'a bouleversée. C'était incroyable. Ça m'a bouleversée. Et justement, pour mon anniversaire, qui est au mois d'août, je pense demander le livre de l'exposition. Enfin, c'est même pas forcément un catalogue, c'est plus un livre. C'était un livre en tant que tel, ouais. Ah ouais, non, c'était bouleversant. Parce qu'elle aussi, elle a cette pratique de la collection des instants, des objets, des choses, de suivre des inconnus et d'expliquer pourquoi, de mêler la photo, l'écriture, des arts plastiques au sens large, en fait, de jouer sur l'absence. Dans les premières salles de l'exposition, pour celles et ceux qui l'ont vu, en fait, on est donc au musée Picasso. On ne voit pas les œuvres de Picasso. Voilà, elle a trouvé le moyen de les cacher au public et en même temps de les révéler au travers de textes, etc. Enfin, il y a tout l'aspect de cabinet de curiosité. Ouais, exactement. Aussi des plasticités très différentes, le jeu du textile, du recouvrement, de la découverte. J'ai pris une grosse claque. Sophie Calle, je l'ai beaucoup étudiée au travers de ses livres notamment, parce que c'est une artiste du livre aussi. En fait, ce sont souvent des catalogues d'exposition, mais qui sont des œuvres d'art à part entière. Tu as cité tout à l'heure le fait que tu regardais beaucoup de studios vlogs, que tu t'étais pas mal documenté, que tu avais fait des cours d'art plastique à côté au lycée. Est-ce que par la suite, tu as suivi du coup des études en art et comment ça s'est passé ? J'ai intégré l'école Estienne à Paris dans un DNMAD, donc c'est un diplôme en 3 ans, en objet livre création éditoriale. C'est une formation qui touche à tous les domaines du livre, donc tant ses aspects techniques qu'artistique. Donc en fait, j'ai eu des cours d'artisanat d'art qui étaient très chouettes sur le moment, mais dont je capte la valeur aujourd'hui. J'étais entourée de 11 autres personnes que je chéris beaucoup et qui m'ont fait beaucoup grandir. Et ça a été un déchirement de se séparer à la fin de ces 3 ans. C'est là que j'ai commencé aussi la découpe laser et ça a été... Une révélation aussi, même si ça a été une toute petite introduction. En fait, après, ça m'a beaucoup inspirée pour la suite. Ça consiste en quoi, juste La découpe laser. Alors, en fait, c'est comme une grosse table sur laquelle on va mettre un matériau plat. Et un laser va passer sur cette table et découper le matériau à la forme qui est rentrée sur l'ordinateur. Donc c'est un fichier numérique. Donc par exemple, je vais rentrer un dessin et le laser va découper ce même dessin sur le matériau qui est sur la table. C'est extrêmement précis et ça coupe une quantité de matériaux quasiment infinie. Et je trouve ça vertigineux, toutes les choses qu'on peut faire avec une seule technique. Mais donc pour revenir à mes études, j'ai aussi fait donc du graphisme éditorial, donc de la mise en page, des choses
un petit peu plus cadré, on va dire, et c'est le cas de le dire avec la grille et tout ce genre de choses. Donc en fait, t'es passée de je veux être architecte à je suis artisane. Et je vais dans le livre parce qu'on en revient au carnet à l'écriture. En fait, c'est Estienne qui m'a dirigée vers cette formation. Parce que j'ai candidaté aux 4 formations de la section livre. Mais t'en étais quand même sur le livre, déjà. Oui, c'est ça, parce que je voulais faire de l'illustration. À la base, je voulais aller en image génération, donc la formation d'illustration pure. Estienne m'a dirigée vers cette formation. Tu sais pourquoi ? Non, j'ai jamais eu de retour sur l'entretien que j'avais passé, mais avec du recul, je me rends compte que j'avais amené que des petits fanzines que j'avais faits ou mes carnets, et je pense qu'ils avaient peut-être vu que j'avais un goût pour la composition. J'ai aussi rencontré des personnes qui avaient les mêmes intérêts que moi, et ça a été vertueux. Parce que jusqu'ici, j'étais dans un cursus scientifique, donc j'avais autour de... Et dans ma famille, personne n'est artiste non plus, donc autour de moi, je n'avais pas forcément de personnes qui partageaient ces sensibilités-là et ces passions-là, quoi. Ouais, je suis très reconnaissante de ce passage à Estienne. Puis... puis j'ai candidaté pour des masters, donc soit en graphisme, soit en illustration. En fait, j'avais envie de me former au graphisme de manière plus globale et donc sortir de l'édition parce que j'étais curieuse, tout simplement. T'avais pas de métier en tête derrière, particulier ? En fait, je commençais déjà à travailler à ce moment-là, en freelance, en illustration. Mais je me rendais compte que j'avais quand même envie d'avoir une formation un peu plus technique sur le graphisme et pouvoir employer l'utilisation dans des projets graphiques. Et donc, j'ai candidaté notamment à la Cambre, qui est une école de graphisme, non, une école d'art. À la base, qui se situe à Bruxelles. C'est vraiment une super école, mais malheureusement, je ne m'y suis pas sentie du tout à ma place. Je suis rentrée en année qu'on appelle Master 0. Donc c'est une année de transition entre la 3e année et le Master, qui a pour vocation d'aider à l'intégration. Donc c'est déjà estimé que ça fonctionne pas comme ailleurs. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et moi, j'étais complètement ouverte à ça. Et au contraire, je me disais, j'ai pas eu de formation en graphisme à proprement parler. Donc, j'ai tout à apprendre. Et justement, j'ai envie de changer d'école pour voir un autre point de vue, une autre manière d'apprendre. Et peut-être d'autres références aussi, parce que je me rendais compte qu'on avait très souvent des références communes. On parlait vraiment le même langage avec ma classe. Et donc, j'avais envie de sortir de ça aussi. Je savais que ça allait être dur, mais je savais pas à ce point. Je pense que j'étais en perte de repère totale. J'ai changé de ville et en fait ça a beaucoup plus d'impact que je ne pensais parce que c'est une dynamique complètement différente entre Bruxelles et Paris. Sachant que Paris, tu y es venue pour tes études mais t'es pas originaire de Paris. Non, tout à fait. Donc le premier changement de ville s'était bien passé et là t'as senti un décalage plus fort. Oui, tout à fait, et que je n'aurais absolument pas soupçonné. Et en fait je pense que c'est aussi là que j'ai été déboussolée parce que j'ai déménagé très souvent quand j'étais enfant. J'avais aucun doute en mes capacités d'adaptation parce que j'avais l'impression que je l'avais fait toute ma vie. Et je me suis dit, c'est un déménagement de plus, tranquille, j'ai l'habitude. Et en fait, pas du tout. Pas du tout, je me suis pas du tout sentie à ma place. Et en fait, je pense que ça a été un cercle vicieux parce que... comme je n'arrivais pas à trouver ma place, je me mettais aussi en retrait. Donc tu avais du mal à créer des liens Oui, c'est ça. Donc en fait, ça passe par plein de choses. Ça passe par le système éducatif qui était différent. Oui, mon entourage, par la ville. Comme je disais, j'étais dans une classe que j'adorais. Donc il y avait aussi le deuil de ça et plein de bouleversements dans ma vie à ce moment-là. Mais... je pense qu'il ne faut pas minimiser le fait que j'ai pas forcément eu des rapports très, je sais pas si je peux dire sains, mais très bienveillants avec mes profs. En fait, avec le temps, je le minimise beaucoup et je pardonne beaucoup et je me dis que c'est pas grave et je pense que je suis clairement pas la seule et peut-être que je suis... En fait, je me remets beaucoup en question avec le temps et je me dis peut-être que j'étais particulièrement sensible. Ouais, mais ça reste, n'empêche ton expérience et le fait est que tu t'es pas sentie encouragée, mise dans un contexte bienveillant et... Non. Et ni soutenue en fait par tes professeurs. Non, pas du tout. J'avais l'impression qu'il y avait plus une défiance parce que justement je venais peut-être d'une autre école qui avait d'autres manières de faire et en fait moi j'étais prête à le déconstruire
mais déconstruire, c'était aussi une perte de repères. Et quand t'as une perte de repères, t'as besoin d'être accompagné, sauf que j'ai pas ressenti cet accompagnement. Et t'avais l'impression qu'on te plaquait dessus une image préconçue et... Oui, tout à fait. Ah, mais complètement. Complètement, et pas forcément qu'en tant que graphiste, peut-être aussi en tant que personne, et je pense que c'est là que ça m'a fait très mal. Et c'est justement à ce moment-là que j'ai essayé de prendre du recul sur qui j'étais en dehors de mon travail. Et c'est pour ça que je disais que le soutien de ma famille et leur détachement à ce milieu-là a été très précieux. Oui, ils t'ont aidé à prendre du recul et à faire la part des choses. Oui. Et du coup, tu as quitté ce cursus? Oui, ouais, j'ai arrêté. Dès la première année? Cette année zéro même. Ouais, c'est ça. Déjà, juste le fait de l'appeler année zéro, comme si vous étiez obligé d'avoir une mana à nouveau alors que c'est ça. Vous avez déjà des formations. Et t'es restée à Bruxelles après ça? Oui, je pense que j'avais envie de me faire ma propre opinion sur cette ville, parce que je pense que je la voyais au travers de mon expérience scolaire aussi, parce qu'au début je l'ai découverte via les connaissances que je m'étais faites à l'école, et j'avais besoin de découvrir mes propres lieux, que ce soit ma ville, et je regrette pas, parce qu'aujourd'hui je m'y sens bien, même si je retourne très souvent à Paris. C'est un rythme de vie très différent, beaucoup plus lent, qui parfois est déroutant, mais je sais que ça me fait du bien. Parfois, il faut que je me laisse aller à ça, justement. Mais c'est dur, parfois, je préfère me fondre dans l'effervescence. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Paris, parce que j'aime bien disparaître dans cette ville. À la fois, tu deviens rien du tout, et en même temps, tu peux être n'importe quoi. Et je trouve ça trop bien, le fait de se sentir tout petit. Tandis qu'à Bruxelles, en fait, t'es beaucoup plus humanisé. Et ça a ses bons côtés comme ses mauvais côtés, je trouve. Tu puisses ton inspiration dans les deux villes. Est-ce qu'elle joue un rôle dans ton processus créatif, le fait de pouvoir, comme tu dis, avoir une place en tant qu'individu et puis t'effacer quand t'en as envie? J'y ai jamais réfléchi. Oui, je pense que c'est cet équilibre qui me permet de créer. Mais je pourrais pas forcément identifier ce qui vient de Paris, ce qui vient de Bruxelles. Et au quotidien, c'est quoi un petit peu ta façon de fonctionner en tant que freelance indépendante, mais aussi du coup artiste assez complète en termes d'approche? Comment est-ce que tu organises ton temps, tes modes de création? Est-ce que tu as des petits rituels? Alors, ma contrainte d'emploi du temps, elle est centrée sur mon travail de graphiste qui est réparti sur 3 jours. Donc lundi, mardi, mercredi, je suis graphiste pour une marque de vêtements. Et j'aime beaucoup travailler dans ce contexte-là, parce que ça fait du bien de travailler pour quelqu'un d'autre que soi. Et tu fais du graphisme pour leur communication, du graphisme textile? Pour la communication. D'accord. Donc complètement différent de ce que j'ai l'habitude de faire pour moi. Mais en même temps, je pense que c'est quelque chose qui nourrit mon travail aussi, ou au moins la communication de mon travail plastique. Parce que c'est pas forcément facile, justement, de communiquer sur des petits bouts de papier, et puis... du sensible, quoi, du matériau et des choses comme ça. Sans avoir l'impression que c'est une obligation aussi, ou... Enfin, j'essaie de le garder le plus organique possible et spontané, même si, par exemple, pour mes stories, c'est très rare que je les poste sur l'instant T. Parce que c'est une collecte, comme je disais, je les collecte, je les retravaille, je les recadre par exemple, et ensuite je superpose du dessin. Donc la spontanéité, oui et non. C'est pas une cueillette, c'est un herbier en fait. Oui, c'est ça. T'as vraiment ce travail de mise en page de tes souvenirs. Oui. Et de recomposition et d'assemblage, parce que parfois c'est la confrontation de choses qui font qu'il y a une histoire. C'est marrant parce que tu disais peut-être que tu te réécouteras dans 6 mois et tu penseras pas du tout la même chose. Je pense que ça peut en faire partie, mais mais c'est pas grave, je le pense maintenant. C'est dit en fait. Et justement, parce que ça on en parlait du coup hors micro, moi je trouve que c'est toujours rigolo de se réécouter quelques temps après. Parce que sur le moment, on est trop convaincu de ce qu'on dit. Et comme, évidemment, c'est la vie, le principe, tu changes de point de vue, tu évolues, tu t'enrichis de plein d'aspects. Et tant du mieux. coup, t'es pas forcément d'accord et tu fais non, aujourd'hui, c'est plus ça. Et c'est chouette aussi de voir le parcours. Oui, complètement. Mais t'as déjà cette habitude, ce qu'on se disait avec tes carnets, en fait, et le fait d'écrire. Ouais. Oh là là. Mais je pense que j'aimerais bien, justement, montrer mes anciens carnets.
Bah là, les plus anciens qui contiennent du dessin, ils sont assez lointains pour que j'assume. Franchement, il y en a certains, je suis pas encore prête. Mais bon, ça viendra avec le temps. Hein. Mais j'aimerais bien les partager parce que c'est marrant en fait de voir le chemin. Il y a des choses qui se retrouvent toujours dans ce que je fais. Et j'en avais pas du tout conscience. Et c'est assez facile de tracer le fil conducteur. T'as des motifs récurrents ? Ah ouais. Ah mais complètement. Et je vois le motif évoluer. Comme quoi, par exemple ? La fleur, ça c'est certain. Ouais. Les oiseaux. Franchement, je pense que c'est ça. Fleur, oiseau, chaise. Très facile. Très bon résumé. Ouais. il y a ça, mais depuis aussi longtemps que je puisse remonter dans mes carnets. Et c'est des choses qui, au quotidien, quand t'en vois, t'intéressent ? Ou pas plus que ça, tu vois, pas, genre c'est sympa, mais... Je sais pas. Ou que t'associes peut-être à un souvenir particulier. Bah en fait, je pense qu'après, c'est devenu comme des emblèmes. Comme si c'était un peu un blason, tu vois. C'est-à-dire que dès que je sais pas quoi dessiner ou qu'il faut que je teste un matériau ou une découpe ou un feutre ou quoi, en fait, j'ai des go-to. Et je peux essayer avec ça ou pour voir comment ça rend. Pour l'expérimentation, en fait, j'ai des motifs récurrents. Et en fait, à partir de là, j'essaie de creuser et de savoir pourquoi est-ce que ça m'intéresse tant. Par exemple, là, j'ai fait l'exposition sur les fleurs. Ouais. Et à travers les fleurs, il y a toute l'éphémérité de la chose. Une fois que c'est cueilli, en fait, c'est très furtif, la vie d'une fleur. Et c'est là pour la contemplation. Donc, on peut voir le temps qui passe à travers une fleur qui fane, par exemple. Et après, par exemple, les oiseaux, c'est un thème que j'ai expérimenté aussi dans le livre sur toutes les dimensions d'envol et de liberté, en fait. C'est un chemin assez facile à faire, une association assez facile à faire entre l'oiseau et la liberté, mais... Et le livre aussi, parce que ça fait penser, tu sais, à de superbes images. Il y a une époque où on faisait des PowerPoints et où tu mettais les livres en forme d'oiseaux qui s'envolent. Et... Je vois cette animation, cette transition, oh là là, en cocotte en papier. En fait, comme on parle beaucoup d'Internet depuis tout à l'heure, j'étais obligée de... Tu fais référence, mais ouais, t'as vraiment des trucs comme ça aussi. Ouais. Non pas que ton travail se résume à ça, loin de là. mais l'analogie entre la page et l'aile. Et la liberté de l'écriture et de la fiction ou de ce que tu mets dedans, de tes pensées, des mots, tout ça. Oui, c'est ça. Le mouvement aussi. Donc voilà, là je suis en train de travailler sur un livre sur les oiseaux, justement. Comment est-ce que tu prends le temps, parce que tu as parlé de tes 3 jours de freelance par Là. semaine. Voilà, exactement. Mais justement, comment après tu t'accordes du temps pour toi et pour tes projets ? C'est mes questionnements actuels et c'est ma première année de freelance et j'aimerais résoudre assez rapidement mon rapport au travail. Au moins le questionner et en parler. Vraiment toute ma vie tourne autour de ça. Ouais. Et je prends peu de temps pour m'inspirer justement comme j'en parlais. C'est pour ça que je mettais l'accent sur la lenteur parce qu'aujourd'hui c'est quelque chose... avec lequel j'ai beaucoup de mal, tant de me l'accorder que lorsque je me l'accorde, le respecter. C'est-à-dire que quand j'arrive à m'octroyer un petit peu de temps, ça m'angoisse plus qu'autre chose. Alors qu'avant, ça me permettait de vagabonder en fait. Ouais. Et aujourd'hui, c'est confrontant. Donc j'essaie de retrouver mon temps, à la recherche du temps perdu. Ouais, c'est intéressant que tu mettes le doigt dessus parce que je pense que pour beaucoup de personnes, freelance égale liberté, égale je fais ce que je veux, je m'organise comme je veux. Si je veux me lever à 10h, je peux. Et si je veux faire des pauses pour aller faire des choses, je peux. La réalité, c'est que comme tu dépends de toi-même pour ton activité, pour ton salaire qui est quand même essentiel, et que tu as aussi des demandes de clients, ça peut très vite te parasiter, surtout quand tu te lances et que c'est une activité qui te tient à cœur et dans laquelle tu trouves aussi du plaisir, j'ai l'impression, ce que tu en dis. Donc tu as envie de bien faire et ça déborde sur tout le reste et c'est
tout aussi compliqué que du salariat pour arriver à trouver un équilibre en fait entre les deux. Oui, c'est ça. Je dis absolument pas que c'est bien et au contraire, j'aimerais pouvoir résoudre ce rapport que j'ai à la productivité en fait, plus qu'au travail. Mais ça m'arrive très souvent de travailler la nuit, de travailler évidemment les week-ends. Je sais pas quand est-ce qu'a été mon vrai dernier week-end, mais je sais que c'est problématique et j'aimerais bien pouvoir en discuter peut-être en thérapie ou quoi, je sais pas. Mais je sais que j'ai envie de résoudre un problème autour de ça. Surtout que d'un point de vue pragmatique, t'es censé ne travailler que 3 jours et être payé seulement pour ces 3 jours et pas pour toute la semaine. Ah oui, le reste de la semaine, c'est mes projets. Et ça, tu te mets la pression de productivité sur tes projets perso ? Ou ça va ? Oui, parce qu'en fait, ils sont pas tout le temps que perso. Parfois, c'est de la collaboration ou alors des clients qui viennent, qui me démarchent via Instagram. Ça arrive très souvent. Et c'est des projets qui me tiennent à cœur, mais je sais que ça n'engage pas que moi. Et au contraire, je travaille pour quelqu'un quand même. Oui, c'est ça. En fait, ça reste quand même. C'est juste pas une mission récurrente avec un seul client. Mais tu continues aussi à engranger en fait des demandes en tant que freelance. Le reste du temps, c'est pas du temps que tu alloues à vraiment de la création pour la création. Non, mais j'essaie de prendre de plus en plus le temps de faire ça, parce que je sais que je l'ai mis de côté pendant un certain temps. Et déjà, ça me fait un bien fou de faire ça. Et c'est extrêmement vertueux parce que ça m'inspire sur tous les autres domaines de mon activité. En fait, je me rends compte que c'est là c'est en faisant et en créant plus ou moins de manière décomplexée que viennent les idées. T'as un rapport bienveillant? Est-ce que tu produis? Est-ce que tu crées? Je pense que si j'hésite, c'est que c'est non. Ça sort, et si c'est pas grave, si c'est pas bien, je recouvre ou j'arrache. Mais au moins ça sort. J'essaie de ne plus être paralysée en tout cas. Tu l'as été à un moment? Durant mon année, Master 0, oui. Ok. Et du coup, maintenant, j'essaie de faire. Et à partir de ce que j'ai fait, là, je peux tirer des vraies conclusions. Parce que quand ça reste bloqué dans ta tête, tu pédales dans la semoule, quoi. Et tu t'es de nouveau entourée d'autres personnes qui font le même métier que toi ou qui partagent les mêmes passions maintenant que tu es à Bruxelles? Oui, mais en fait, je sais pas, j'ai des illustrateurs, mais aussi des artisans, en fait, des créatifs au sens large. Je me rends compte que c'est intéressant de confronter diverses pratiques et de se rendre compte que ce qu'ils nous disent, c'est plus l'acte de création que la finalité. J'essaie de rencontrer des créatifs, mais c'est pas toujours facile parce que pour la plupart, on a des pratiques très, très solitaires. Donc voilà, peut-être à terme, j'essaierai d'avoir une place dans un atelier partagé ou quelque chose comme ça parce que je pense que ça me ferait pas mal de bien et ça me permettrait aussi d'avoir un lieu en dehors de chez moi pour travailler. Ouais, et de partager tes interrogations sur la vie de freelance. Ouais. Tout à fait, parce que je suis une bébé freelance encore. Bah oui, non mais c'est normal. En tant qu'artiste, t'as l'impression de prendre de la place, de prendre ta place? Je sais pas. J'aime la discrétion et en même temps, je pense que je suis une personne très ambitieuse. Ça vient s'entrechoquer. J'ai de moins en moins de difficultés avec ça. Ok. Mais aussi parce que je me rends compte qu'on me fait de plus en plus confiance. La confiance qu'on t'accorde, faut pas cracher dessus, quoi. Faut l'accueillir et s'en servir comme force. Si on pense que je peux le faire, je peux le faire. C'est en ça que mes ambitions grandissent aussi. Enfin, c'est grâce à ça que mes ambitions grandissent et voilà. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est pas toujours très bien perçu, ce mot d'ambition. Ouais. En fait, souvent on parle plus de rêve pour que ce soit pour que ça passe mieux. Mais en fait, moi j'ai l'intention de les réaliser, donc c'est des ambitions. Et on va terminer le podcast avec une toute dernière question. J'aime bien poser une question un peu plus légère, mais qui fait un peu le lien avec tout ce qu'on s'est dit. Et si t'étais une fleur, tu serais quoi? En fait, il faut que je distingue ce que je suis de ce que j'aime. Après, je peux être ce que j'aime. La première qui me vient en tête, c'est la pivoine. Et je pourrais partir en métaphore, mais je sais pas si ça me correspond. Mais... le temps joue beaucoup dans l'appréciation d'une pivoine. Quand elle est bouton, quand elle est refermée, mais...
quand elle commence à s'épanouir et quand elle fane un petit peu, en fait, elle est toujours aussi belle, juste elle change de couleur et elle s'écarte. Et en fait, parfois, très souvent, on a 1 ou 2 pivoines et... Enfin, en tout cas, c'est mon cas. J'ai pas de gros bouquets de pivoines, même si j'adorerais. Ça coûte si cher. C'est ça, exactement. Donc, j'ai souvent deux fleurs et que j'adore voir évoluer, en fait. Et c'est une des fleurs préférées de ma maman aussi. Merci beaucoup, Laura. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver tout ce dont on a parlé en description de cet épisode, je vous mets tous les liens. Je vous invite à vous abonner au Clo-Clo Club pour recevoir une petite notification la semaine prochaine quand le nouvel épisode sortira. Vous pouvez aussi me laisser des étoiles et des commentaires sur les différentes plateformes, notamment Spotify et Apple Podcasts, et puis me retrouver sur les réseaux sociaux, @Clo-Clo Club sur Instagram, TikTok et Threads. J'ai toujours grand plaisir à échanger avec vous en message privé ou en commentaire, alors n'hésitez surtout pas. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!